Vous écoutez un balado Innovaction. Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour notre 5e Innovation plus collaboration. Mon nom, c'est Cathy Malas. Je dirige le pôle d'innovation et d'intelligence artificielle au CHUM. Alors, on vous retrouve à nouveau pour Innovation plus collaboration, donc un rendez-vous mensuel, matinal et virtuel où je vais à la rencontre de grands leaders et experts en matière d'innovation en santé. Les thématiques sont inspirées de notre livre Innovation en santé, réfléchir, agir et valoriser, mais également d'autres produits de connaissances. Je pose 2 questions de tête, mais également 2 questions de cœur à nos chers invités. Des produits de connaissances seront disponibles après la session sur notre site du CHUM Montréal. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre première conférencière. Donc, je vais dire bonjour à Réal Jacob, professeur Réal Jacob, qui est professeur émérite à HEC Montréal, bonjour. Et Patricia Garel, qui est à distance en France. Bonjour, Dr Garel, merci d'être là parmi nous ce matin. Alors, je vais introduire Dr Garel avant de lui poser ces 2 questions de tête. Alors, Dr Patricia Garel est psychiatre au département de psychiatrie du CHU Sainte-Justine et professeure agrégée de clinique de l'Université de Montréal. Elle a complété ses études médicales à Paris, d'abord recrutée comme professeur adjoint de clinique par l'Université de McGill. Elle a travaillé au Douglas de 86 à 1990. Elle est responsable des activités académiques de l'enseignement pendant de 1994 à 2002. Elle était active aussi et toujours active dans la formation continue des médecins et des équipes d'intervenants en santé mentale, ainsi qu'auprès des milieux scolaires. L'expertise clinique du Dr Garel se situe dans le domaine de l'adolescence et avec un intérêt marqué pour le travail à l'urgence, l'hospitalisation et l'évaluation des différentes approches thérapeutiques. Depuis 2009, elle a développé un projet exceptionnel de réhabilitation sociale par l'art et la créativité appelé Espace Transition, et on va en parler aujourd'hui. En partenariat avec des institutions de prestige comme le Cirque du Soleil, Jeunesse musicale du Canada, le Musée des Beaux-Arts et l'Opéra de Montréal. En 2007, elle a reçu un prix d'excellence d'expertise et de compétences du Conseil multidisciplinaire du CMDP, du CHU Sainte-Justine pour sa carrière et ses réalisations professionnelles. Bienvenue parmi nous, très chère Patricia. Alors, merci Patricia, beaucoup. Pour ma première question, parlez-nous d'Espace Transition. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous faites pour rallier les acteurs autour de ce projet d'innovation sociale exceptionnel? Alors, Espace Transition, en fait, c'est un projet qui vise la réhabilitation sociale et le rétablissement en utilisant des différentes modalités thérapeutiques pour des jeunes de 14 à 25 ans qui ont été confrontés à un trouble de santé mentale. Donc, ils ont été stabilisés. Alors, comme son nom l'indique, il se situe entre l'épisode de soins et l'épisode de retour à la vie active. C'est une période critique parce que c'est une période qui est à risque de rechute. C'est une période qui est à risque aussi de se réfugier derrière le diagnostic pour éviter d'affronter tous les défis que représente ce retour à la communauté après une rupture de fonctionnement ou une rupture dans la trajectoire de vie. Alors, quelles que soient ces modalités, les modalités artistiques utilisées, que vous avez cité, Cathy, le cirque, le théâtre, la musique, les arts plastiques, la danse, il est basé sur des principes de base qui sont communs à tous les ateliers et qui donnent finalement une sorte de structure, d'armature qui est constante en fait. Donc, qui est pour chacun des ateliers. Concrètement, comment ça se passe? Alors, concrètement, chaque atelier, donc, on prend une modalité thérapeutique comme le théâtre et l'improvisation, se déroule sur environ 12 semaines, un soir ou 2 soirs par semaine, et réunit un groupe de 10 à 15 jeunes de 14 à 25 ans. Ces ateliers sont donc animés par des artistes et accompagné par une intervenante clinique qui assure le filet sécurité.
Et les activités de ces ateliers sont orientées vers la création et la présentation d'une œuvre collective devant un public. Alors cette œuvre, ça peut être une pièce de théâtre si on est en théâtre, un petit concert si on est dans un atelier de musique, une exposition avec le musée des Beaux-Arts. Et ce qui est très important, c'est les points spécifiques de ces projets. C'est-à-dire que d'abord, c'est l'hétérogénéité du groupe, dans le sens où, d'abord, hétérogénéité d'âge, 14-25 ans, on couvre la période très difficile souvent pour les jeunes fragiles, qui est la période d'accès à l'âge adulte. Hétérogénéité de diagnostic, on reçoit tous les jeunes, tous les diagnostics, il n'y a pas de c'est très inclusif. Donc, simplement, il faut que le jeune soit stabilisé et capable de profiter du groupe. Et enfin, c'est surtout l'hétérogénéité en termes de jeunes patients, dans une proportion de 2/3, et de jeunes non patients, de jeunes qui n'ont pas de difficultés spécifiques, dans un tiers de proportion. Et les artistes ne sont pas au courant du statut de chaque jeune. Seule l'intervenante, accompagnatrice clinique, connaît le statut de chacun. Donc, ça donne finalement un autre. Et chaque jeune est participant à part entière, qu'il ait eu des difficultés ou qu'il n'en ait pas eu. Et ça donne d'emblée un autre regard de la part des artistes sur ces jeunes dont ils ne connaissent pas les fragilités et donc ils vont souvent aller beaucoup plus loin que nous, intervenants, qui avons tendance à les protéger, à les laisser pour éviter les ruptures, ce qui à juste titre d'ailleurs. Donc là, ça permet un autre regard, ça permet, mais ça n'est pas de la thérapie. C'est-à-dire que ces artistes vont transmettre leur passion et leur expertise de l'art qu'ils possèdent, mais ils ne sont pas là comme des art thérapeutes. Ces ateliers vont avoir des effets thérapeutiques, on va mesurer, mais ce ne sont pas de la thérapie au sens propre du terme, ce qui est beaucoup plus invitant pour des jeunes qui sont souvent passés par toutes sortes de thérapies successives et qui ne veulent plus bien souvent en entendre parler. Donc, si on résume, en fait, ce que c'est qu'Espace Transition, c'est un espace où on va insister sur les forces et non sur les fragilités, tout bien sûr, en ne les niant pas, où ça va être bien sûr beaucoup plus la complémentarité qui va être importante, et on ne parle pas de compétitivité. Quand on fait une pyramide de cirque, si un jeune tombe, tout le monde tombe. Et enfin, sur la place de chaque jeune, selon qui il est, selon ses forces, ses fragilités, dans un groupe. Ce qui est finalement un peu notre destin à tous, de trouver notre place dans un groupe. Ah, tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup, Patricia. Puis sur notre site sur le site d'Espace Transition, vous avez plusieurs vidéos qui illustrent concrètement ce que ces ateliers-là, que ce soit par le cirque ou par les œuvres. Donc, vous pouvez aller, je vous invite fortement à aller consulter le site d'Espace Transition pour voir concrètement à quoi ça ressemble. Ma deuxième question de tête pour vous, Patricia, c'est comment avez-vous réussi à rallier autant d'acteurs, de disciplines, d'organisations, de secteurs complètement différents, des soins et services, de l'art, de la culture, et de faire co-créer ces ateliers-là avec les jeunes? Je pense que là, au départ, c'était une idée personnelle, en fait, qui a été développée, et puis avec des gens autour de moi. C'est-à-dire que les premiers contacts qu'on a eus, c'était avec le Cirque du Soleil, puisque j'avais une jeune patiente extrêmement talentueuse dont le père était metteur en scène au Cirque du Soleil, et donc on a pu rencontrer les gens du volet social du Cirque du Soleil, le cirque social. De là, on a développé un atelier pilote, on a été chercher les gens de Jeunesse musicale du Canada, on les a convaincus, et ensuite, ce qui a été extraordinaire pour nous, c'est que ce sont les institutions qui sont venues nous chercher. C'est-à-dire que le Musée des Beaux-Arts, puis l'Opéra de Montréal, au moment de la pandémie, on avait commencé des démarches avec les grands ballets canadiens, mais la portée du projet a fait en sorte que ils sont venus nous voir. Et puis, si on réfléchit, je pense que le grand facteur de ralliement était l'aspect académique, parce que ce sont des projets qui ont été, on a mis en place dès le début une structure évaluative, des projets de recherche évaluatifs pour évaluer l'impact, évaluer l'implantation, être certain qu'on ne faisait pas de tort. C'est un très beau projet, mais il faut encore, on parlait de pertinence, Marc Gérard parlait de pertinence, c'est très important d'être sûr qu'on rejoint ce qu'on cherche à faire. Donc, ces projets de recherche ont donné une crédibilité qui a fait que ça devenait intéressant pour les institutions qui doivent, elles aussi, développer leur mission sociale et ont besoin de cette crédibilité au niveau de la recherche.
Alors, il y a eu cet enrichissement mutuel. On a aussi pu développer des stages à option. Comme ce sont des stages comme c'est un groupe qui va de 14 à 24 ans, on avait la possibilité d'avoir de jeunes étudiants en psycho ou en médecine on a développé un stage à option avec l'Université de Montréal et aussi McGill pour la médecine. Donc, cette crédibilité a permis de rallier tous ces acteurs. Tout à fait. Ensuite, pourquoi ils sont restés avec nous? Parce que l'enrichissement était complètement mutuel autour de cette crédibilité dont je parlais, mais aussi pour les artistes. C'était étonnant de voir l'enrichissement. C'était une preuve concrète humaine de l'impact de leur talent, de leur expertise. Donc ça a été extrêmement important. L'aspect d'ailleurs très naturel avec lequel les artistes sont intervenus avec les jeunes, c'était fantastique. Donc il y a cet enrichissement mutuel qui a permis, je pense, que tout le monde soit ensemble autour de ce projet-là. Merci beaucoup, Patricia. Je vais retenir la troisième question de tête pour vous. J'y reviens si on a du temps. Je vais introduire professeur Réal Jacob. Donc, Réal Jacob est un professeur émérite à HEC Montréal. Comme membre du comité de direction, il a développé et piloté la création d'une dizaine de pôles interdisciplinaires de transfert, une innovation unique au Canada dans les écoles de gestion. Donc, lui, aller au-delà des frontières et il l'a fait. Il collabore toujours avec le pôle santé et le pôle mosaïque, qui est le pôle de créativité et d'innovation à HEC. Avec le monde de la santé et des services sociaux, il a été impliqué dans des projets d'innovation avec le CHUM, le CHU Sainte-Justine et a animé plusieurs ateliers sur la cogestion et le travail en réseau. Le professeur Jacob a reçu le prix d'excellence canadien Leader in Management Education pour la qualité de son travail professoral et son impact sur le monde des affaires du Québec. Il a aussi plusieurs collaborations à l'international, comme par exemple l'hôpital créatif à Strasbourg. Il est récipiendaire du prix 2012 Innovation et transfert du CEFRIO et des prix 2015 de Esdras Mainville et Roger Charbonneau. Bonjour, Réal. Bonjour, Cathy. Pour ma première question de tête, on a entendu l'exemple d'Espace Transition, l'importance de collaborer au-delà des frontières. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi c'est important? Dans le fond, je dirais qu'il y a peut-être deux argumentaires importants. Quand on regarde les rapports sur les tendances, notamment en santé, mais en éducation, dans le monde des affaires, et quand on regarde aussi les préoccupations des dirigeants, on observe que, dans le fond, les enjeux et les problématiques sont de plus en plus complexes. Et si on regarde, par exemple, dans le monde de la santé, la question des maladies chroniques, comment établir, par exemple, des chaînes de valeur, prévenir, guérir, soutenir, ça veut dire collaborer en interdisciplinarité et souvent en intersectorialité avec des acteurs qui sont en dehors du système de santé pour gérer une chaîne de valeur. Donc, en quelque part, on s'aperçoit que cette complexité, elle est partout. Si on prend, par exemple, le cas, comment on peut se représenter, par exemple, une personne âgée ou comment on peut se représenter un acteur en santé avec l'approche bio-psychosociale, ce qui veut dire, par exemple, ici au CHUM, votre collègue Jacques Deguise qui travaille sur la reconstruction du visage et des identités, il y a besoin à la fois de gens en santé, en médecine, il y a besoin de gens en ingénierie, il y a besoin de gens en numérique 3D, il y a besoin de psychologues, il y a besoin de patients partenaires pour aider la personne à retrouver son identité. Donc, on est en multidisciplinarité, puis on est aussi en interdisciplinarité. Et on observe dans ces rapports-là 3 observations que j'aime noter. C'est que le monde sera de plus en plus intersectoriel, interdisciplinarité et intergénérationnel. Moi, je crois beaucoup aux jeunes comme étant un vecteur d'innovation. Collaboration, co-création, co-développement, et bien sûr avec et non pas pour avec le patient, avec l'usager, etc. La deuxième perspective, c'est celle aussi qu'on peut ramener à ce que vient nous dire Patricia, c'est la loi des rendements décroissants. Plus on travaille à l'intérieur du même paradigme, de la même discipline, plus on atteint les limites du paradigme, plus on travaille de plus en plus fort pour produire de moins en moins de résultats. Donc, il faut donc s'ouvrir à d'autres perspectives, à d'autres paradigmes, mais souvent l'ouverture vers les autres, vers d'autres disciplines, vers d'autres secteurs. Prenez le cas d'Ubisoft, par exemple, qui travaille avec Ambliotech et McGill sur les questions d'amblyopie en créant des jeux thérapeutiques. Mais de McGill, on apprend la notion de jeu, et puis pour Ubisoft, on apprend à s'ouvrir sur des nouvelles perspectives, parce qu'on est sorti de notre discipline, on est sorti de notre secteur, et on est allé voir ailleurs. Donc, 2 types d'argumentaires, la complexité et puis les limites de nos paradigmes. Oui. Puis vous avez dit que les enjeux se complexifient aujourd'hui. L'innovation devient de plus en plus ouverte en mode écosystème d'innovation soutenu par des plateformes d'innovation. C'est quoi un écosystème d'innovation? Puis c'est quoi une plateforme d'innovation? OK, on va faire un lien entre les deux. Un écosystème d'innovation, ce n'est pas un système d'innovation. Un système d'innovation, c'est on crée un parc industriel, on met des entreprises, on met des centres de recherche et on espère que les gens vont collaborer entre eux.
un écosystème d'innovation, c'est d'abord, il y a 4 éléments que je vais rapidement faire en 1 minute. C'est d'abord une communauté, donc une communauté d'acteurs. Le mot communauté veut dire j'ai le goût de partager, j'ai le goût de m'impliquer, j'ai le goût de collaborer, comme on vient de le voir dans le cas d'Espace Transition. Donc, c'est des acteurs. Des fois, des acteurs, on va dire institutionnels, un centre hospitalier, un centre de réadaptation, des établissements, une entreprise privée avec qui on travaille, mais aussi, ce sont dans les écosystèmes d'innovation, on s'adresse beaucoup aussi aux acteurs informels, aux personnes, aux patients, à la famille, à des collectifs. On travaille avec, non pas une entreprise, mais des professeurs entrepreneurs. Donc, on travaille avec les personnes. Donc, c'est une caractéristique des écosystèmes d'innovation, de mettre de l'avant les personnes. C'est un groupe aussi d'acteurs hétérogènes, comme on vient de le voir, et complémentaires. On sait que l'avenir, probablement en santé, c'est la juxtaposition des sciences de la vie avec les sciences de la santé, avec les sciences de l'ingénierie, les technologies de l'information, le design, les arts numériques, etc. Donc, on est en quelque part une communauté. La deuxième dimension, c'est que cette communauté-là a un intérêt supérieur commun. Bien sûr, on l'a vu ici, c'est la réadaptation sociale, un intérêt supérieur commun, l'humanisation des soins, auprès desquels les gens sont passionnés. Donc, en quelque part, la passion est un moteur important des écosystèmes d'innovation tels que je viens de les définir. La troisième caractéristique, on fait ça pour, bien sûr, produire un impact, générer des idées nouvelles. La troisième caractéristique, c'est l'engagement de cette communauté dans des processus d'interaction riches. Par exemple, le co-design, la co-construction, des partenariats où on s'implique de part et d'autre avec nos ressources, en gérant, bien sûr, la symétrie des ressources. Et bien sûr, le dernier point, c'est la co-création de valeur. Alors, si vous voulez des exemples dans l'entreprise privée, on pourrait dire, par exemple, C2MI à Bromont, qui est de classe mondiale, reconnu partout dans le monde, dans le domaine, qui est un écosystème d'innovation dans le domaine de la microélectronique d'entreprise. Vous avez Moving On de Michelin, par exemple, sur la mobilité durable. Vous avez Aéro Montréal, qui est aussi un écosystème d'innovation parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre les acteurs. Et on pourrait dire, bien sûr, que dans le monde de la santé, on peut penser à l'Institut Transmedtech, bien sûr. On peut penser à l'usage en gérontologie, par exemple, en France. On peut penser à Humanicité à Lille. On peut penser à Alliance Santé Québec. Et je vais garder mes exemples pour le CHUM dans la plateforme d'innovation. Excellent. Mais c'était ma deuxième. Alors, la plateforme d'innovation, c'est un peu comme, si on regarde une certaine littérature autour des plateformes d'innovation, dans une certaine littérature, on associe plateforme d'innovation avec écosystème d'innovation. Mais il y a aussi une littérature qui montre que la plateforme de l'innovation, c'est une manière d'opérationnaliser puis de faire travailler ensemble les gens à l'intérieur d'un écosystème d'innovation. Donc, en quelque part, une plateforme d'innovation, c'est une structure d'intermédiation. On s'aperçoit que, je pense que les gens voient mes mains à l'écran, oui, on s'aperçoit que au niveau institutionnel d'une grande organisation, par exemple le CHUM Sainte-Justine, et au niveau des gens qui sont ce qu'on appelle l'underground, les acteurs informels, les chercheurs, les entrepreneurs start-up, les étudiants, les employés qui ont des bonnes idées, etc. Comment on les met en relation? Et souvent, on a besoin d'espaces d'intermédiation. Par exemple, l'École d'intelligence artificielle en santé, ici au CHUM, est un espace d'intermédiation. Donc, cet espace d'intermédiation-là permet la rencontre entre la bureaucratie, le structurel, l'opérationnel et en même temps les producteurs d'idées à l'intérieur d'espaces. Et ces espaces-là, pour qu'ils fonctionnent, ils doivent avoir 4 caractéristiques pour que ça fonctionne. Espace transition, qui est un espace, bien sûr, de type middle ground où l'organisation rencontre des acteurs du monde des arts, etc., à travers Espace Transition, qui permet de faire des liens, ce qui aurait été beaucoup plus difficile dans une direction formelle à l'intérieur de l'institution. Alors, pour que ça fonctionne, un espace d'intermédiation, une structure d'intermédiation, d'abord, ça doit être un lieu physique, et des fois virtuel, mais de rencontre, de socialisation. Parce que pour partager ensemble des savoirs, il faut socialiser. Tout à fait. Donc, dans l'espace transition, il y a beaucoup de socialisation. Les gens se rencontrent, les gens se parlent, les acteurs qui construisent des programmes, les parcours, etc. Il y a une deuxième dimension, c'est aussi un espace cognitif où on échange des idées, on échange de la connaissance. La troisième dimension, c'est toute la question d'événements. Comment on fait vivre une structure, un espace transition? On voit ici à travers les ateliers, quand on pense ici à l'École d'intelligence artificielle en santé, vous faites vivre l'espace de structuration. Comme Innovaction aussi. Comme Innovaction est un outil pour faire vivre à l'intérieur, dans le fond, aussi de votre stratégie d'innovation. Et l'autre élément important, c'est d'aboutir sur des projets concrets. Donc, en quelque part, c'est important d'aboutir sur des projets concrets. Et on voit en même temps que pour qu'un
un espace d'intermédiation, comme l'expliquait Patricia. Il y a un rôle à la fois de connecteur. Oui. Donc, on fait des liens. Espace Transition fait des liens de connexion. Il y a un rôle de facilitateur. Les personnes qui accompagnent les jeunes à l'intérieur des ateliers, qui facilitent les relations entre les animateurs et les jeunes qui vivent des situations difficiles au plan de la réinsertion. Et le troisième point, qui est un rôle de coordination. Autrement dit, il faut que ça soit animé, une plateforme d'innovation. Et si on donne des exemples, bien sûr, il y a à l'extérieur du monde de la santé, on pense au Coopératon des Jardins, qui est un espace d'intermédiation. On pense à Hacking Health, on pense au BMW Lab, on pense à La Forge chez Ubisoft, qui est un espace d'intermédiation entre les gens d'Ubi et puis le monde de la recherche universitaire, qui ont comme mandat en quelques semaines de co-construire des prototypes qui vont faire avancer le métier d'Ubisoft. Tout dernièrement, Couche-Tard vient de lancer son lab à l'Université McGill sur l'apprentissage des nouvelles approches du numérique et de l'intelligence artificielle dans un espace non pas de recherche, mais dans un espace d'intermédiation avec les jeunes chercheurs, un laboratoire vivant très, très proche de la réalité. L'école d'intelligence ici d'artificielle au CHUM, votre plateforme ici de Carrefour Innovation était aussi un espace d'intermédiation. Alors, on pourrait dire que la plateforme, c'est une manière de faire travailler les gens sous différents modèles, sous différentes approches. Tu as évoqué le Living Lab, à l'intérieur d'un écosystème d'innovation composé d'acteurs mobilisés, passionnés, autour d'une mission commune, hétérogène, complémentaire, qui ont le goût de travailler ensemble et co-créer de la valeur. Tout à fait. Merci beaucoup, Réal. Je vais passer aux questions de cœur maintenant. Je vais poser la première question à Patricia. Patricia, pourquoi avez-vous personnellement décidé de fonder Espace Transition comme clinicienne et chercheur? Quelle a été votre motivation profonde? Je pense qu'il y a eu deux motivations, en fait, profondes. La première, elle est professionnelle, c'est-à-dire que depuis que je travaille en psychiatrie à Sainte-Juline, mais avant, j'ai toujours été préoccupée par une conception des troubles mentaux beaucoup plus dimensionnelle que catégorielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la maladie et la non-maladie, mais on parle plus de facteurs de risque, de vulnérabilité, de facteurs de résilience, et puis à un moment donné, à l'occasion d'un contexte particulier, d'une expérience particulière, une rupture de fonctionnement, une rupture sur la trajectoire de vie. Donc cette façon de voir les choses est du normal au pathologique est tout à fait en lien avec ce côté de déstigmatisation, de remettre les gens en mouvement, de les aider à reprendre le contrôle de leur vie. Sur un plan personnel, moi je pense que personnellement l'art m'a permis moi d'avoir une trajectoire plutôt bien et de traverser les turbulences que pouvait représenter le fait d'avoir une petite sœur qui ne parlait pas, qui était autiste, et des parents qui se sont battus pour essayer de l'aider. Donc c'était très compliqué, et je crois comme le père d'un patient m'a dit un jour autour d'une table, on travaillait avec son fils, et il m'a dit, vous savez, moi je pourrais être à votre place et vous pourriez être à la mienne, et ben c'est tout à fait. Donc ça, c'était sur le plan personnel, je pense que de mettre à la disposition de ces jeunes des outils qui m'ont été, des moyens qui m'ont été extrêmement utiles, et de leur donner cette chance de retomber sur leurs pieds. Puis Patricia, vous vous impliquez personnellement dans ces ateliers-là. Moi, je vous ai vu jouer au violoncelle, vous contribuez à l'œuvre finale. Pourquoi vous vous impliquez personnellement avec ces groupes de jeunes? Je pense que c'est le plaisir d'abord de participer. C'est quelque chose ce qui est formidable avec ces ateliers, c'est que ça aide c'est profitable à tout le monde. Et puis je participe toujours au premier atelier pilote, parce que on crée un atelier avec l'équipe artistique et l'équipe clinique. C'est l'équipe artistique qui amène tout le contenu artistique, et on doit le valider pour être certain que ça réponde aux besoins des jeunes. Donc il y a toujours cette phase d'évaluation, d'implantation de chaque atelier, et c'est mon plaisir aussi. C'est tout à votre honneur. C'est très important d'évaluer l'impact et la pertinence de ce qu'on fait. Puis ça, on en a discuté dans la dernière innovation plus pertinence. Ma deuxième question de cœur pour vous, Patricia, quelle a été votre expérience de co-création la plus touchante? Mais vous parliez d'aspect personnel, alors je pense que la plus touchante, ça a été le premier atelier pilote avec l'Opéra de Montréal, où on a créé ce petit atelier sur Rigoletto.
Et bon, j'adore l'opéra et mon mari est un passionné d'opéra et donc il a fait partie des participants. Alors il était un peu en dehors de l'âge puisqu'il a fêté son 70e année avec les jeunes d'ailleurs. Et ça a changé vraiment, ça a été une expérience assez formidable et de voir aussi le lien qu'il a pu développer avec chacun des jeunes. Et une image qui me vient en tête, c'est à la fin, au moment de la représentation, il y a une des jeunes qui était aussi difficile, qui lui a tendu son portable en disant garde-moi ça. Ça a été, je pense, au niveau il y a bien sûr plein d'expériences touchantes, mais la plus intense. C'était celle-ci, super. Réal, oui. Vous avez déployé plusieurs plateformes, écosystèmes, communautés d'innovation pour favoriser la collaboration et briser les frontières disciplinaires et sectorielles. Quelle est votre plus grande fierté? Quel a été votre plus grand défi, votre plus grand apprentissage? De fait, on en a implanté plusieurs. Que ce soit au niveau d'instituts de recherche sur les PME multidisciplinaires, qui était une première au plan mondial en francophonie, que ce soit avec le CIFRIO, par exemple, on avait déterminé que pour qu'un bon projet puisse performer, il faut qu'il soit interdisciplinaire, intersectoriel et interuniversitaire. On avait ajouté la dimension interuniversitaire pour valoriser l'ensemble du réseau québécois. Bien sûr, on a beaucoup travaillé sur les communautés de pratique. On a travaillé à la naissance du KCO actuellement, qui est un observatoire sur les communautés. Mais je dirais que le plus significatif pour moi, c'est celui de mon institution. Comment créer des pôles de transfert. Dans le fond, comment développer des nouvelles capacités dans une école de gestion sans développer des nouveaux départements ou sans développer des nouvelles chaires de recherche, des nouveaux centres de recherche, donc dans la verticalité. Comment, de manière horizontale et transversale, mobiliser des disciplines différentes, des personnes et non pas des disciplines, et non pas des départements, non pas des institutions, mais des personnes autour de nouveaux enjeux, de nouvelles capacités, à partir de la passion de ces mêmes personnes. Donc, on est fiers parce que ça nous a permis de développer une dizaine de nouvelles capacités qui sont uniques, qui sont maintenant distinctives pour HEC, comme le pôle santé, Mosaïque en innovation, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des familles en affaires. Ça nous a permis aussi d'améliorer, et j'évoquais tout à l'heure quand Patricia disait l'importance de la recherche, j'ai toujours eu comme réflexe de dire, si on développe des pôles de transfert, il faut qu'on ait des retours pour les milieux de pratique avec qui on va travailler, mais en même temps pour les profs, qui puissent s'améliorer, devenir des meilleurs enseignants en salle de classe et des meilleurs chercheurs aussi, parce qu'ils ont accès à des terrains de recherche auxquels ils n'avaient pas accès préalablement. Donc, comment je contribue au cœur de métier par les pôles de transfert. Je pense que la preuve est faite également à cet égard-là, notamment au niveau des fonds de recherche, au niveau des publications que les profs ont mis en place et au niveau de la dynamique en salle de classe. Et ça nous a permis aussi, bien sûr, de manière d'attirer des nouveaux étudiants dans des nouveaux programmes. Oui. De manière économique, ça nous a permis d'attirer en millions de dollars des nouveaux fonds à l'école, où les gens nous trouvent pertinents avec les pôles de transfert et on a bien sûr contribué à la notoriété de l'école. Et on a fait ça à partir d'une approche où au départ, les gens disaient c'est pas possible de faire travailler des départements disciplinaires ensemble parce qu'ils sont dans leur discipline. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne fait pas travailler des départements, des institutions, entre guillemets, on va faire travailler des personnes qui appartiennent à des disciplines différentes et qui ont des passions communes comme la santé, l'innovation, les familles en affaires, mais on va les aider à structurer leur démarche, à construire leur approche, leur modèle d'intervention avec les milieux de pratique. Donc, je pense qu'on laisse à l'école. Maintenant, moi, je suis émérite, ça veut dire retraité, donc on laisse à l'école une trace. Les pôles de transfert sont bien vivants et ils sont significatifs pour HEC Montréal. Chers participants, je vous invite à poser vos questions. Je vais les prendre dans quelques minutes. J'ai une dernière question de cœur pour Réal. Ensuite, je vais poser la question relais de nos derniers conférenciers, puis la parole va être à vous. Alors, ma dernière question de cœur pour vous, Réal. À travers votre carrière, vous avez été un tisseur de liens. Ouais. Vous l'êtes encore. Ouais. Toujours au-delà des frontières, dans des plateformes, des écosystèmes, des communautés différentes, qu'elles soient académiques, pratiques ou entrepreneuriales. Pourquoi ça vous tient à cœur d'être un tisseur de liens? Ben, dans le fond, l'idée, c'est quand j'ai commencé tout jeune prof, pour moi, j'ai toujours pensé que la recherche est un excellent outil d'intervention dans la vie au quotidien, dans le monde de la pratique professionnelle. Et ce que j'observais, c'est que les praticiens disent finalement, j'ai fait ma formation académique, maintenant je vais aller dans le monde de la pratique et puis on va travailler de manière empirique avec la pratique, de manière intuitive, etc. Puis je me disais, ben oui, mais en même temps,
vous avez passé 3-4 ans à l'université, il me semble que les concepts et les théories, on pourrait les utiliser. Mais il y avait cette idée de dire, donc, comment faire des ponts entre la recherche et les milieux de pratique. Et là, dans le fond, on s'est dit, il faut qu'on soit des traducteurs. Donc, comment on va traduire des notions des fois complexes de manière pertinente et transférable pour les milieux de pratique. Et moi, je me suis dit, dans le fond, je vais donc m'installer dans cette dimension-là de la traduction. Et pour traduire, on peut le faire dans des conférences, on peut le faire dans des séminaires de formation, puis on va aussi traduire en mettant en place des structures d'intermédiation, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui vont permettre d'utiliser la recherche et de faire rencontrer des univers qui, des fois, ont de la difficulté à se parler. Le monde de la recherche qui est orienté sur la publication, etc., qui n'a pas la même temporalité que le monde de la pratique. Comment on va arriver à... Et pour faire ça, je me suis dit, pour faire ça, il faut développer des réseaux. Il faut avoir des réseaux dans tous les secteurs et puis il faut pouvoir aussi connecter les gens. Et mon troisième principe que j'ai toujours gardé dans ma vie, comme on travaille dans l'inter, on travaille un petit peu en dehors des marges. Alors, j'ai toujours travaillé avec cette idée, il vaut mieux demander l'absolution que la permission. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Réal. Merci, Patricia. Alors, on part la session de questions. Je la pars avec la question de Dr. Girard. La dernière innovation, c'est innovation plus pertinence. Et Dr. Girard a cette question-là oui, je pense qu'elle est adressée, je vais la poser à Patricia dans un premier temps, puis je vais laisser Réal par la suite, peaufiner s'il le souhaite. Donc, Patricia, la question de Dr. Girard. Au-delà des frontières interdisciplinaires, quel est le rôle pertinent et attendu de chacune des disciplines et des parents dans la trajectoire en santé mentale de la petite enfance à l'âge adulte? Patricia. Alors, spontanément comme ça, je pense que le rôle attendu est le rôle que chacun soit conscient de sa spécificité, de son expertise. C'est-à-dire que qu'un professionnel de la santé ne remplace pas dans le projet un artiste, que les parents ne remplacent pas les médecins ou les intervenants, que les jeunes soient les jeunes. Et je pense que c'est l'identité confiante et solide de chacun permet de travailler avec les autres en les respectant, en les écoutant, en acceptant sa spécificité, mais en reconnaissant aussi l'expertise des autres. Et vous en avez très bien parlé, Réal. Il faut cette ouverture, mais pour s'ouvrir, je pense qu'il faut être confiant de ce que nous, on peut faire pour accepter ce que l'autre peut nous apporter. Oui, tout à fait. Réal, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Le premier point, effectivement, bien comprendre la valeur de son expertise, mais je dirais aussi bien comprendre la discipline qui est la dimension verticale, bien comprendre la dimension horizontale. Donc, l'ensemble du processus ou de la trajectoire ou de la chaîne de valeur, et donc comprendre la chaîne d'activité. Lorsque j'interviens dans la chaîne d'activité, quelle est ma contribution à la trajectoire? Donc, je suis dans une logique de contribution. Et le deuxième point que j'aimerais mentionner, c'est bien comprendre la finalité. Donc, la finalité, c'est pas de rendre un service disciplinaire. La finalité, c'est pour le patient, pour la problématique. Donc, de bien comprendre son expertise en regard de la finalité recherchée. Donc, de s'intéresser à la dimension horizontale du processus et de la finalité, et pas uniquement à la dimension verticale, celle de l'expertise. C'est super. Merci à vous deux. Une question de Nathalie pour Dr. Garel. Avez-vous aligné votre travail au cadre des 17 objectifs de développement durable de l'ODD, donc les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies? C'est une très bonne question, mais je vous dirais que c'est un projet qui a démarré très intuitivement, qui s'est adapté au fur et à mesure avec les différents ajustements qu'on a fait par les projets de recherche. J'ai été très touchée d'écouter Réal parler de plateforme d'innovation parce que finalement je réalise, c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui parlait, qui faisait de la prose sans le savoir, mais donc c'est très intéressant, mais effectivement non, on n'a pas, c'est un projet qui est resté très sur le terrain avec les acteurs du terrain, mais c'est à faire certainement. Patricia, pouvez-vous donner un exemple d'objectif que vous travaillez avec les jeunes? Peut-être en donner quelques-uns. L'objectif, vous voulez dire qu'on évalue? Parce que les objectifs de ces ateliers-là sont reprendre confiance en soi. Voilà, ça c'est un exemple, oui. Améliorer le bien-être, améliorer l'humeur, améliorer la sociabilité, reprendre le mouvement, parce que souvent, ce sont des jeunes qui sont chez eux, qui n'osent plus, il y en a beaucoup qui ne vont plus à l'école, ne travaillent plus, ne sortent plus. Donc la première chose, c'est de les remobiliser
et ensuite, avec les ateliers, de leur permettre de sortir de leur tête et de se mettre en action. Donc, c'est... Super, merci, merci Patricia. Une question d'Hélène Fréjot. Quels ont été les grands défis à amener les différents acteurs à collaborer ensemble? Et quel est l'élément déclencheur qui a engagé la collaboration réelle? Ben, le grand défi, c'est d'amener les gens à comprendre qu'à travailler ensemble, 1 + 1 = 3. C'est-à-dire qu'on va tous y sortir gagnants plus. Et souvent, les gens, lorsqu'on place les gens dans une posture de collaboration, les gens ont tendance à craindre la perte de quelque chose. Donc, la question, si je prends mon cas à moi, là, dans mon école de gestion, est-ce que si je permets à mes professeurs de collaborer à un projet transversal, est-ce que je risque un jour de perdre ce prof-là? Est-ce que je risque de perdre des ressources? Est-ce que je risque de perdre l'importance de la discipline à l'intérieur de l'ensemble des choses qu'on enseigne à HEC Montréal? Donc, il y avait ces craintes au point de départ. Et moi, pour travailler sur ces craintes-là, j'ai toujours porté le discours en disant en ne perdant jamais de vue le cœur de métier qui est l'enseignement et la recherche. Alors, toujours avec ce discours pour dire, si le prof collabore, il demeure dans sa discipline, mais en même temps, on va travailler à le supporter, à mieux le soutenir en enseignement et en recherche. Donc, en quelque part, travailler sur comment on pourrait dire, la raison d'être partagée. Pour moi, qui est l'intérêt supérieur commun, qui est l'élément important. Ensuite, ça prend un bon business case for change dans chaque situation. Et après ça, moi, je travaille beaucoup en changement avec l'idée de dire, lorsque j'ai un petit groupe de personnes mobilisées, faisons un premier succès, et puis après ça, démarrons un 2e pôle, démarrons un 3e pôle, démarrons un 4e pôle, et le succès par lui-même va construire l'appropriation. Tu sais, il y a toujours un défi de légitimation. Est-ce que c'est légitime de le faire? Il y a toujours aussi un défi d'appropriation par les acteurs à travers des projets concrets. Donc, en quelque part, construire sur cette logique-là. Oui. Et puis, Patricia, un facteur de succès qui a amené ces différentes organisations à collaborer ensemble et les disciplines, pouvez-vous en partager un facteur de succès? Je pense que le premier facteur de succès, c'est les liens universels entre l'art et la souffrance. C'est-à-dire que l'art est au service de notre destin d'humain depuis que le monde est monde. Donc, il y a aussi, bien sûr, l'équipe. On a une équipe extraordinaire. Tout à fait. Bien sûr, il y a une équipe élargie, je ne citerai pas tout le monde, mais l'équipe, le petit noyau qui sont Sylvie Gauthier, psychoéducatrice, Isabelle Sanchez et Kim Archambault au niveau de la recherche, c'est extraordinaire de travailler avec eux. Je pense que ça, c'est un gros facteur de succès parce que eux aussi sont en lien. Tout à fait. Puis une équipe qui est en posture de collaboration également. Moi, pour les connaître, vous avez une équipe exceptionnelle. Alors, une question de Sophie Lu. Quels sont les obstacles qu'on peut rencontrer dans la mise en place d'un écosystème en innovation et comment surmonter ces obstacles réels? Ben, on pourrait dire qu'il peut y avoir un premier obstacle qui est l'obstacle institutionnel, c'est-à-dire que et pour le surmonter, c'est clair que dans les écosystèmes d'innovation que j'ai évoqués, c'est clair que les premiers dirigeants, si on prend ici le CHUM, Dr Brunet et son équipe de direction, ou à l'époque Sainte-Justine, ça prend bien sûr le support de la haute direction qui vont agir comme parrains à l'intérieur. Oui, tout à fait. Deuxièmement, je dirais que pour que ça fonctionne, il y a, entre guillemets, quand on disait une communauté d'acteurs, c'est le choix des personnes. C'est-à-dire que on a ce qu'on appelle des fois des systèmes d'innovation, des écosystèmes d'affaires où il n'y a pas nécessairement de choix d'acteurs. C'est-à-dire que les gens viennent autour de la table et les gens, ils viennent souvent avec leur intérêt personnel et puis pour trouver une manière de se valoriser. Et le choix des acteurs est extrêmement important à l'intérieur de la construction d'un écosystème d'innovation. Et le troisième élément important, donc l'idée c'est la direction, comment on est légitimé dans la mise en place d'un écosystème d'innovation, comment on choisit les acteurs avec qui on va travailler à construire des processus d'interaction riches. Et le troisième élément clé, c'est la fonction d'animation. Ça, c'est clair et fondamental. Que ce soit une communauté de pratique, que ce soit une plateforme d'innovation, on voit que Patricia anime, pas uniquement la chercheure qui a pensé l'idée. Elle est sur le terrain, elle anime, elle a donc la fonction d'animation est fondamentale au niveau de l'appropriation. Alors, je dirais les trois niveaux, un niveau stratégique, un niveau d'animation et l'autre élément qui est le choix des acteurs. Et je dirais un dernier point important, c'est la posture mentale.
moi, j'en ai monté aussi des systèmes d'innovation avec une grande entreprise industrielle, avec des réseaux de sous-traitants. Et ce qu'on appelle, c'est la logique du don. C'est-à-dire que si on regarde mes mains ici, lorsqu'on collabore, il y a toujours de l'asymétrie. Il y a toujours un acteur qui a plus de ressources, plus de capacités, plus de connaissances. Et on doit donner. La logique du don, on doit donner si on veut que l'autre monte en capacité puis qu'on établisse des liens de collaboration. Donc, on appelle ça gérer l'asymétrie à l'intérieur d'un écosystème d'innovation. Et bien sûr, rapidement, générer des projets qui vont rendre vivant l'écosystème. Super, merci Réal. Pour vous, Patricia de Yves Lapierre, quelle a été l'embûche la plus importante que vous avez eu à surmonter dans le déploiement d'Espace Transition? Et comment l'avez-vous traversé? Alors, je pense que l'enjeu le plus important, ce sont des enjeux administratifs, en fait. Puis Réal l'a très bien démontré. C'est un modèle qui ne rentre pas dans le cadre traditionnel des soins. Donc, il faut lui trouver une place dans un hôpital universitaire. Et ça implique effectivement une certaine démarche d'acceptation du milieu et de démontrer le bien fondé, la plus-value, en fait, la valeur ajoutée que ça peut apporter. La question du financement est une grosse question pour des projets comme le projet Espace Transition, parce qu'actuellement, nous ne sommes financés que par des dons privés. Et ça doit, en fait, et moi, je dirais que il faut absolument, pour la pérennité de ce projet, qu'on ait un financement public. Donc, ça prend c'est des barrières qui doivent devenir des passerelles pour arriver à avoir un financement mixte, à la fois public et privé. C'est des défis, mais j'écoute Réal parler, je pense qu'il peut nous apporter beaucoup aussi, en fait, parce que c'est fantastique d'écouter parler d'un projet de façon aussi claire, alors que, non, voilà, donc c'est les principaux enjeux. Merci, Patricia. Je vous rappelle que sur notre site Innovation Plus, vous allez trouver des articles qu'on a écrits ensemble avec Réal, mais également une vidéo d'Espace Transition. Je vous invite aussi à aller sur le site d'Espace Transition pour consulter vraiment des témoignages, des rapports d'impact également. Dernière question, on a peut-être le temps pour une dernière question pour Réal Jacob de Simon Reeves. Est-ce possible de ficeler un réseau de communautés de pratique et d'innovation? Si oui, auriez-vous des exemples concrets à nous donner? Et comment les faire vivre dans le temps? La question, c'est comment ficeler ou comment développer... Comment ficeler un réseau de communautés de pratique et d'innovation? Ben, écoutez, il existe... si on prend, par exemple, au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux, il existe plusieurs communautés de pratique et d'innovation. Il y en a au moins 25 que j'ai en tête. Là. Il y en a aussi quelques-unes ici à l'intérieur du CHUM et une que tu pilotes, toi, sur l'innovation. Donc, l'idée, oui, c'est possible. Les communautés, on connaît comment faire fonctionner une communauté de pratique, une communauté d'innovation. Il existe un très bon livre par nos collègues Patrick Cohandet, Sarrazin, Laurent Simon sur la description de 11 communautés d'innovation. Vous mettez communauté d'innovation sur Google, vous allez trouver facilement le livre. Et dans le premier chapitre, on extrait qu'est-ce qu'une communauté d'innovation, comment ça fonctionne, quels sont les éléments stratégiques opérationnels qu'on doit mettre en place pour qu'une communauté d'innovation fonctionne bien. Et on montre aussi, on donne l'exemple de 11 communautés qu'on décortique et ensuite on fait un chapitre d'apprentissage à la fin. Donc, je pense que ça serait un bon ouvrage à aller voir. Et vous pouvez aussi aller sur la plateforme KCO, Knowledge Observatory Communities, où on travaille des communautés intra- et interorganisationnelles. Donc, vous avez des entreprises comme des grandes entreprises qui ont au-delà de 150 communautés de pratique à l'intérieur de leur organisation, dont des communautés d'innovation. Mais je pense que le livre, finalement, serait un bon ouvrage à consulter parce que c'est très pratico-pratique. L'exemple de 11 communautés d'innovation, chapitre qui explique qu'est-ce qu'une communauté d'innovation avec les outils, et puis dernier chapitre qui fait une lecture transversale des 11 communautés en termes d'apprentissage. Merci beaucoup, Réal. Alors, j'ai introduit à la deuxième séance la question relais. Alors, la prochaine innovation, c'est innovation plus responsabilité. L'importance des principes éthiques, l'inclusion, la diversité, la participation démocratique, l'importance du développement durable. Alors, Réal, quelles questions vous aurez à nos prochaines conférencières que je vais introduire en quelques minutes? Pour Pascal et puis sa collègue. Pascal et Catherine Régis. Ben moi, je dirais, lorsqu'on innove, on crée de la valeur. Oui. Alors, comment équilibrer la valeur patient-soin avec la valeur économique et la valeur sociétale? Merci beaucoup, Réal. Et Patricia, une question pour nos conférencières de septembre? Au niveau de la responsabilité, comment effectivement trouver
l'équilibre entre l'innovation, donc de nouvelles choses dont on ne connaît pas l'impact, et du risque pris. En fait, quel est l'équivalent entre le risque à prendre, parce que si on ne fait rien, il se passe rien, et le risque, comment contrôler ce risque-là pour les patients et pour les familles? Excellente question. C'est toujours un plaisir. Je ne sais pas si vous avez autant de plaisir que moi à assister à ces innovations plus. Moi, j'ai du plaisir à collaborer avec vous, à apprendre avec vous, à échanger. Un énorme merci, Réal, merci, Jacob. merci, un énorme merci, Patricia, qui a pris cette innovation plus à distance de France. Donc, merci pour votre échange ce matin qui a été enrichissant. Alors, merci à vous. Merci. Alors, je vous rappelle, donc, notre session sera disponible, notre grande entrevue sera disponible sur notre site Innovation Plus. Donc, il va y avoir la vidéo, le balado audio, ainsi qu'un résumé graphique fait par notre artiste, notre très chère artiste Natalia Turbina, qui va résumer nos échanges par une facilitation graphique qui est exceptionnelle. Donc, elles seront disponibles sur le site. Je vous invite aussi à être parmi nous le 21 septembre à notre Innovation Plus Responsabilité avec Pascal Lehoux, qui est professeur-chercheur titulaire à l'École de santé publique et l'Institut de recherche de santé publique de l'Université de Montréal, et Catherine Régis, qui est professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et titulaire de chaire du Canada sur la culture collaborative en droit et politique de santé. Alors, on fait une pause estivale. On prend une pause pour le mois d'août. Je vous souhaite un excellent été et au plaisir de vous retrouver le 21 septembre à 7h30. Bonne journée. C'était un balado Innovaction.